Bonjour, je suis Maïlis Kider, journaliste et autrice du livre Médecins cubains, les armées de la paix. Et aujourd'hui, pour les deux rives, je vais vous emmener à Cuba. Cuba qui est animé par des manifestations d'un type assez particulier, puisque les Cubains et les Cubaines sont invités depuis février et jusqu'en avril à débattre massivement du Code des familles. Donc dans 78 000 points de rencontre, des collèges, des conseils de défense de la Révolution, les Cubains et les Cubaines se rejoignent et discutent de la réforme de ce texte de loi. Il s'agit d'un texte écrit, retoqué à de nombreuses reprises et puis soumise à la population. À l'issue des débats, le texte final sera soumis à référendum. Pêle-mêle, les Cubains et les Cubaines parlent de mariage homosexuel. D'ailleurs, dans les textes qui sont débattus actuellement, on parle de mariage comme d'union de deux personnes sans précision de genre. Mais il et elle parlent aussi de place des handicapés, de violences domestiques, de gestation pour autrui non lucrative, c'est important. Donc, jusqu'en avril, les discussions auront cours et puis, dans le courant de l'année, le référendum sera organisé. Pourquoi ce grand débat à la cubaine? Parce que Cuba fait face à des évolutions sociétales majeures avec des mouvements féministes qui prennent de plus en plus de place dans le paysage politique, un vieillissement de la population, une baisse de la natalité, et toutes ces évolutions appellent à des réformes légales. Ces thèmes, il faut le savoir, sont très prégnants à Cuba, avec par exemple depuis 2017 un site qui s'appelle Tremenda Nota et qui analyse toutes les questions liées aux personnes LGBT, aux violences domestiques, au polyamour, à la gestation pour autrui. Les réponses à ces sujets sont encore en construction, mais contrairement aux idées reçues, elles ont connu des avancées colossales ces dernières décennies, avec l'interdiction en 2013 dans le milieu du travail des discriminations liées à l'orientation sexuelle. Le Parti communiste, en même temps, a réformé ses statuts pour interdire les discriminations en la matière. Depuis 2018 aussi, les entreprises privées qui se rendraient coupables de discrimination liée à l'orientation sexuelle sont susceptibles d'écoper d'amendes, voire de fermer. Ces nouveautés peuvent paraître assez paradoxales dans un pays qui conserve une culture très viriliste, où l'homme est le macho, où les femmes se font fréquemment siffler et alpaguer dans la rue. Pourtant, à Cuba, une fédération de femmes existe depuis la Révolution, assez puissante, la Fédération de Mujeres Cubanas. Il faut bien se rappeler que si les grandes figures de la Révolution sont masculines, beaucoup de femmes ont participé à cette révolution, notamment Aide Santa Maria, qui est l'une des compagnonnes de la première heure de Fidel Castro et qui, par la suite, a fondé et dirigé la Casa de las Américas, qui est l'un des plus grands centres culturels cubains. Un autre organisme assez puissant à Cuba s'appelle le CENESEX, donc Centre national d'éducation sexuelle, dirigé par Mariela Castro, la fille de Raúl Castro. C'est le CENESEX qui, en 2005, a piloté les travaux sur les soins et les traitements qui peuvent être apportés aux personnes transsexuelles. Et à Cuba, depuis 2008, l'opération de changement de sexe est gratuite. Cette considération, cette prise en compte, cette prise en charge de ces personnes a transformé les réalités cubaines depuis une quarantaine d'années. Mais ce n'est pas sans rappeler les années 70, une période assez troublée dans l'histoire cubaine, puisque le pays fait face à l'embargo américain, à des attentats menés par les États-Unis, et donc tout ce qui va être associé aux États-Unis de près ou de loin va être récusé pendant cette décennie, c'est-à-dire le jazz, le rock, des artistes jugés subversifs, mais aussi l'homosexualité. Donc des homosexuels sont renvoyés de leur poste, sont arrêtés aussi. Viennent les années 80, une décennie qui est appelée la rectification d'erreurs à Cuba, où ces agissements vont cesser. La société cubaine va se détendre un petit peu par rapport à tout ça.
Et un peu plus tard, en 1992, Fidel Castro donne une interview au Nicaraguayen Tomás Borges et dire nous devons appeler au respect des homosexuels. Petit à petit, la situation s'améliore et en 1993, un film cubain crée une onde de choc dans tout le pays. Un film qui s'appelle Fresa y Chocolate que je vous invite vraiment à regarder. Ça veut dire fraises et chocolat. C'est l'histoire de Diego, un homme homosexuel assez érudit qui adore, qui est passionné et très calé sur l'histoire de Cuba, de la Révolution, fait la rencontre de David, qui est un jeune étudiant hétérosexuel, membre de la jeunesse communiste. Et David va commencer à espionner Diego parce qu'il le soupçonne d'être subversif et d'être dissident. Peu à peu, une amitié se crée et cette amitié, cette histoire, elle va redéfinir les lignes de ce qu'est être homosexuel, être révolutionnaire. Et quand vous parlez avec des Cubains et des Cubaines, c'est fascinant parce qu'ils disent, pour la majorité, j'avais une vision de l'homosexualité bien définie avant de voir Fresa y Chocolate. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais comment j'ai pu penser comme ça? Comment j'ai pu parler comme ça des homosexuels? Et donc ce film, il a créé une ouverture d'autant plus grande qu'il a été réalisé par Tomás Gutiérrez Sales, qui est l'un des plus grands réalisateurs de films cubains, qui a réalisé notamment El Mégano et La mort d'un bureaucrate. Par la suite, Fidel Castro, en 2010, donne une interview au journal mexicain La Jornada et il qualifie le traitement des homosexuels de grande injustice. Il dit, je cite, s'il y a un responsable, c'est moi. Nous avions tant de problèmes de vie ou de mort que nous ne prêtions pas attention à cela. Pensez à comment étaient nos jours durant les premiers mois de la Révolution. La guerre avec les Yankees, les affaires d'armes, les plans d'attentats contre ma personne, dans ces moments-là, je ne pouvais pas m'occuper de ces affaires. Toutes ces évolutions, ce sont elles qui ont mené à, aujourd'hui, débattre du Code des familles et avancer sur tous ces sujets. Sur la forme maintenant. Ça peut paraître assez étonnant qu'un pays à parti unique comme Cuba organise des débats d'une telle ampleur et un référendum. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ce genre de grand-messe a lieu sur l'île. En 2019, la Constitution a été adoptée suite à des débats similaires dans les conseils de défense de la Révolution, dans les écoles, dans les collèges. Et après le référendum, donc le texte a reconnu l'économie de marché, a décrété irrévocable le socialisme sur l'île et a créé le poste de Premier ministre, a limité à 2 mandats l'exercice de chaque président. Par contre, la question homosexuelle a été écartée parce qu'il y avait trop d'opposition de la population et aussi de l'Église. Aujourd'hui, ces questions liées au code des familles reviennent donc sur la table et bien sûr, tout ça ne va pas sans critique. Les mouvements LGBT considèrent que les réformes qui pourraient être adoptées sont timides. De son côté, l'Église s'oppose fermement au mariage homosexuel et à la gestation pour autrui. Et puis, une partie de l'opposition a le sentiment que ces débats sont une sorte de diversion pour le gouvernement après les manifestations du 11 juillet 2021 qui ont secoué l'île, les premières manifestations de cette ampleur depuis 27 ans. Cuba fait face à une situation sociale très difficile. L'île est soumise à un embargo qui ne permet pas d'approvisionner en médicaments et en nourriture. Donc les Cubains et les Cubaines ont beaucoup de mal à acheter de la viande, du pain et puis à trouver des médicaments. Donc ces moments de réunion, ils restent importants parce que c'est une sorte de catharsis et ils sont tout aussi importants que la levée du blocus criminel maintenu depuis 60 ans par les États-Unis pour étouffer l'économie cubaine. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez plus d'informations et n'hésitez pas à soutenir les deux rives si comme nous vous êtes passionnés par l'Amérique latine. À bientôt!